Guillaume Canet, merci de votre visite à Bruxelles. Alors, merci à vous. Rock'n'Roll est une idée très originale. C'est difficile de définir le film. On peut parler d'autofiction en quelque sorte, puisque vous jouez Guillaume Canet, mais c'est pas tout à fait Guillaume Canet. Alors, avec une idée comme celle-là, inévitablement, on a envie de connaître le déclic. Comment est-ce que ça a surgi, l'idée de parler de Guillaume Canet, de sa crise de la quarantaine? Le déclic est vraiment parti d'une scène qui existe dans le film. Alors, bien qu'elle soit un petit peu édulcorée, mais c'est parti de cette interview, une interview que j'ai faite avec une jeune journaliste à l'époque où je faisais la promotion justement de la prochaine fois Je viserai le cœur, et qui me dit dans cette interview qu'elle me trouve pas très rock. Alors j'essaie de comprendre un peu plus ce qu'elle veut me dire, et puis elle m'explique que ma vie de famille, mon fils, ma femme, les chevaux, la maison de campagne, tout ça, c'est pas très sexy, et qu'il y a une nouvelle génération d'acteurs qui arrivent comme Pierre Ninet, Gaspard Ulliel. Donc là, je suis resté un peu sans voix, et en fait en sortant de là, j'ai réalisé qu'il y avait un sujet de film génial, parce que je me suis dit que si j'étais pas bien dans mes pompes, j'aurais pu partir totalement en vrille à essayer de lui donner raison, enfin de lui donner tort, je veux dire, et à essayer de lui prouver, ou de prouver tout d'un coup à tout le monde que c'est pas vrai, que je suis quelqu'un de plutôt rock, et que voilà. Donc voilà. Et en sortant de là, comme j'écrivais à ce moment-là un film avec Rodolphe Loga, qui était mon cadreur de beaucoup de mes films et avec qui je m'entends très très bien, et on était en train de coécrire un scénario qui n'avait rien à voir. Et je lui ai raconté cette histoire, et je lui ai dit, écoute, c'est ça que je veux faire à la place, je veux vraiment faire une comédie. Ça faisait 1 an que j'avais passé très difficile, où je m'étais en train d'essayer de me remettre de cet échec de Blood Ties, qui est un film pour lequel j'avais une affection vraiment particulière, et que j'avais décidé d'arrêter d'écrire. J'y arrivais plus, je me disais, mais si ce film-là, avec l'acharnement qu'il y a eu dessus, qu'est-ce que je vais faire derrière, qu'est-ce que je vais être capable d'écrire? Et là, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un truc léger, j'ai envie de m'amuser. Ça faisait des années que j'avais envie de parler aussi de l'image de cette société dans laquelle on vit, qui est quand même très recentrée sur elle-même, qui se photographie, la mode du selfie, qui est quand même un truc qui en dit long sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et sur l'apparence, sur l'importance que les gens, la société donne à l'apparence de comment il faut rentrer dans une norme, comment la société aussi tend à tout faire pour pas qu'on soit rock, c'est-à-dire qu'on arrête de fumer, on nous culpabilise de fumer, on nous dit qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger bio. Les gens font beaucoup de sport maintenant. Avant, c'était plutôt normal de voir un homme de 40 ans avoir de l'embonpoint. C'est synonyme de prospérité, de réconfort. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, il faut appartenir, il faut ressembler. Il y a un truc complètement... on stigmatise complètement le truc. Et c'est vrai que ça m'amusait, voilà, de réunir tous ces thèmes avec évidemment le jeunisme. Qui fait partie aussi, quelque part, de l'importance que l'on met à l'apparence. Alors, évidemment, oui, pour que cette idée fonctionne, il faut que Marion Cotillard soit aussi Marion Cotillard. Alors, est-ce qu'elle a été tout de suite enthousiaste, un peu circonspecte? Elle a dit, mais enfin, Guillaume, tu es cinglé, ou bien, oui, formidable. Comment ça s'est passé? Non, je dois dire qu'elle a été... Elle a été formidable, parce que d'abord, l'idée lui a plu. Je pense qu'avant même d'écrire le scénario, il fallait quand même que je lui en parle, parce qu'il y avait soit la possibilité d'écrire ce film sous le prisme d'un acteur inconnu et d'inventer totalement une histoire. Et c'était, pour moi, je trouve, moins courageux et moins intéressant par rapport à ce qu'on racontait dans le film. Et donc, du coup, ça lui a plu. L'idée lui a plu. Ensuite, il fallait donc écrire le scénario. Donc, au fur et à mesure... Donc, ce qui a été très amusant, c'est que, par exemple, elle m'a dit, moi, je suis très heureuse de faire enfin une comédie française contemporaine, et puis je vais pas avoir au moins à travailler un accent, enfin. Donc là, ça m'a fait rire, parce que elle savait pas ce que je lui réservais. Et quand elle a lu le scénario, j'ai été complètement scotché, parce qu'en fait, la seule chose qui l'a emmerdée, à la fin, elle m'a dit, non, mais le potager dans l'appartement, là, c'est pas possible au mois de février qu'il y ait des salades. Et je lui dis, mais c'est vraiment que ça qui t'emmerde? Elle me dit, bah ouais. Je dis, bon, ça va alors. Et non,
c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour sur elle-même et que je pense qu'elle a compris tous les thèmes que je voulais aborder dans ce film et la comédie que je voulais en faire avec toute la légèreté. Elle, comme moi, elle subit en fait cette presse que l'on a constamment derrière nous, qui raconte des choses à notre sujet et on est bien obligé de faire avec et d'accepter ça. Et qu'à un moment, je pense que ça l'amusait aussi, elle, de dire que puisque certaines personnes peuvent s'amuser de notre image et de notre vie, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de tordre le cou, finalement, un petit peu aussi à cette habitude d'imaginer, de fantasmer la vie des gens et d'imaginer comment c'est chez eux, d'imaginer... Et tout d'un coup, c'était voilà, c'était amusant pour nous de dédramatiser, enfin pas de dédramatiser parce que c'est pas une histoire de dramatiser, mais c'est de désacraliser un petit peu tout ça, quoi. Vous jouez avec votre image, mais elle, par la force des choses, joue aussi avec la sienne. Or, le statut est différent dans le sens où elle est aussi une image de la mode, de l'élégance française. Elle n'apparaît pas seulement au cinéma. Alors, est-ce qu'il y avait une marge de manœuvre aussi libre avec elle qu'avec vous? Bah, la preuve que oui, en tout cas, parce qu'elle ne s'est jamais posé cette question-là, et je pense que c'est ça qui fait aussi sa force et son intensité en tant qu'actrice, et je pense que c'est quelqu'un qui ne triche pas. Elle triche pas avec les gens, elle triche pas avec les émotions, elle triche pas avec... voilà, elle a un comportement vrai, c'est quelqu'un de sincère, et je pense que cette démarche finalement que l'on a, assez simple et sincère, elle peut peut-être surprendre dans un monde dans lequel on vit, qui est géré quand même par le mensonge, où on est gouverné par des menteurs, où on vit dans une société qui n'est fait que de publicité mensongère, où tout est quand même beaucoup trafiqué, refait, et donc je pense que c'était une volonté, voilà, d'être totalement intègre. Et je pense que voilà, que Marion, même en étant la personne qu'elle est et d'avoir une carrière hollywoodienne, elle ne l'a jamais fait en perdant son intégrité. Guillaume Canet, vous avez bien expliqué les thèmes que vous aviez envie d'aborder à travers cette comédie, le jeunisme, l'image, la presse people, tout ça. Mais comment éviter, et vous l'avez évité, hein, mais comment éviter que ce soit un film à sketch, quoi, une succession de petites séquences et qu'il y ait une vraie progression dramatique, une vraie histoire malgré tout? Est-ce que ça, c'était pas le plus compliqué à l'écriture? Bah oui, effectivement, parce qu'on a un enchaînement quand même de situations assez loufoques que traverse cet homme. Mais je pense que c'est justement le fond. Moi, c'est ce qui me plaît, et c'est ce qui m'a toujours plu dans tous les films que j'ai pu faire, c'est d'essayer d'être ancré dans mon époque et d'être ancré dans la société dans laquelle je vis et ce que j'observe, ce que je vois. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où il y a du fond, ça permet à la structure de tenir. Et que c'est tout simple, c'est comme vraiment de l'architecture, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de fond et que vous construisez une structure sur du vide, bah, ça se pète la gueule. Alors que si vous avez du fond, bah, la structure peut tenir. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai, quoi. Il y a quelques invités surprises. Bon, il y a ceux qui sont logiquement là, votre copain Gilles Lelouch, votre producteur Alain Attal, et puis alors... des invités comme Johnny Hallyday, ouais, qui, grâce à vous, ont peut-être leur meilleure séquence au cinéma. Enfin, il y a eu Jean-Philippe, mais tous ceux qui, éventuellement, n'aiment pas Johnny au cinéma, là, sont réconciliés à vie avec Johnny. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de... Parce qu'à un moment, ce personnage qui veut absolument essayer de prouver à tout le monde que c'est pas vrai qu'il est rock, va se perdre complètement dans cette quête. Totalement vaine, et on trouvait ça bien qu'à un moment il arrive au paroxysme de tout ça et qu'il arrive chez le roi du rock, à savoir Johnny, qui va lui expliquer qu'aujourd'hui le rock est mort, qu'aujourd'hui péter une chambre d'hôtel c'est ringard, qu'aujourd'hui les grands rockers mangent bio et font du sport, et que le rock'n'roll est mort, et que du coup voilà, il nous fallait Johnny pour faire cette séquence, et avec toute l'autodérision qu'il fallait,
Et avant même d'écrire la séquence, je l'ai appelé pour lui en parler. Il a trouvé ça très très drôle. Ça lui a beaucoup plu. Je pense que ça lui a parlé aussi, parce que je pense que il est d'accord avec moi sur le fait que aujourd'hui, effectivement, on est dans cette société qui tend à tout faire pour ne pas qu'on soit rock, que la cigarette interdite, qu'on nous culpabilise de fumer alors qu'on prend 80% de taxes derrière, toute cette contradiction totale, et puis ce mode de vie que l'on a de plus en plus à essayer de ressembler à une norme politiquement correcte, et d'être politiquement correct, et à 50, 60 ans, d'avoir encore des tablettes de chocolat, d'avoir des cheveux pas gris, d'être bronzé, avoir des dents blanches, et de tout ça. Faut pas oublier que Gainsbourg était un mec très très rock, et pourtant il avait des chaussures de danseuse, hein, quand même. Par rapport, on sent que vous avez eu envie de dire énormément de choses. Est-ce que ça a été difficile de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises idées? Est-ce que vous aviez, mine de rien, je sais pas, au montage, au tournage, à un moment, quelque part suffisamment de recul sur ce projet quand même très troublant? J'ai essayé d'en avoir. Après, ça, c'est plus à vous de me le dire, mais ça, j'en sais rien. Moi, je sais que simplement, il y a des choses que j'ai enlevées, notamment certaines scènes où j'avais envie, peut-être en tant que metteur en scène, de donner un petit peu plus aux acteurs autour de moi, parce que j'avais envie, ou pas envie plutôt, d'en faire un film, même si c'est un film qui est extrêmement narcissique, quelque part, parce que ça commence quand même sur un type qui est en train de se regarder les couilles. C'est pas un hasard, c'est-à-dire que c'est vraiment le jeu par excellence, quoi. C'est-à-dire, c'était de montrer aussi, parler de cette société, comme je le disais tout à l'heure, qui se regarde beaucoup. Donc j'en faisais justement le guide, mais j'avais envie quand même aussi que les autres et que son entourage soient présents. Et puis, ce qui ne fonctionnait pas, on s'en est rendu compte au montage, c'est que dès qu'on quittait un peu trop le personnage central, à savoir moi, on perdait le récit, on perdait l'intérêt en fait du film, parce que d'un coup on rentrait dans d'autres problématiques. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai nettoyées au montage, pour qu'on reste quand même toujours avec le personnage et qu'on ne le perde pas trop. Vous avez évoqué vous-même l'échec de Blood Ties, votre film américain, qui était en plus je dirais pas un échec, mais enfin qui est un échec commercial, c'est sûr. Mais c'est un film que j'affectionne vraiment particulièrement. Disons la douleur, alors, la douleur de Blood Ties. Est-ce qu'avec le recul, justement, pour employer des termes tout aussi sérieux, est-ce que ce film-ci, mine de rien, a fonctionné comme une thérapie pour retrouver le plaisir de faire des choses? Totalement. Je pense que l'année, en tout cas, a été aussi une thérapie d'aller faire autre chose, d'ailleurs de repartir monter à cheval, de refaire des compétitions, de reprendre ma licence pro, de m'engager totalement dans autre chose. De prendre la décision de ne plus écrire de films, parce qu'après Blood Ties, j'avais décidé que je ne ferais plus jamais de films, pensant que de toute façon je ne pourrais pas faire beaucoup mieux que ça. Et je me suis dit, après un tel acharnement, à quoi bon? Et en fait, finalement, ce sujet m'a redonné l'envie, et l'insouciance et la légèreté. Et bizarrement, je retrouve dans ce film un peu le ton que j'avais dans mon premier film, dans Mon Idole, qui était comme ça un peu plus insouciant, percutant, et c'est pareil, Mon Idole, je l'avais fait suite à une traversée du désert après Vidocq, où j'avais pas reçu un scénario pendant 1 an et demi, tellement j'étais bon dans ce dernier film. Et donc voilà, oui, ça a été comme une thérapie. Et quelque part, je pense que moi qui n'ai jamais fait de crise de la quarantaine, finalement, je pense l'avoir fait pendant le film, en fait. C'est-à-dire que le film m'a permis de passer ma crise de la quarantaine, finalement, peut-être.